conférence. J'invite aussi les gens qui regardent les mangas, hein, si vous vous ennuyez, au bout d'un moment, venez vous asseoir, vous allez apprendre des trucs. Donc déjà, je tiens à préciser qu'on remplace en fait l'intervenant qui devait être prévu au départ, qui devait vous faire une conférence sur l'esthétique du kawaii, mais au sens graphique du terme. Bon, nous, on n'est pas dessinatrices, hein, même si on essaie un peu dessiner chibi comme tout le monde, mais c'est pas notre domaine de prédilection. Donc on a décidé de vous faire une conférence vraiment sur l'esthétique du kawaii au sens des japonais, c'est-à-dire comment eux, qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Vous allez avoir une petite partie sur l'histoire, comment le mot kawaii est apparu, les différents courants des illustrateurs importants au Japon. Et après, à la fin, on vous a prévu un petit jeu un peu rigolo qui s'appelle Kawaii, not Kawaii. Qu'est-ce qui est Kawaii, qu'est-ce qui n'est pas, pour voir si vous avez bien suivi. Et surtout, on va pas faire comme d'habitude. D'habitude, on dit toujours oui, donnez les questions à la fin. Mais là, pas du tout. Quand vous avez des interrogations, n'attendez pas la fin. Vous pouvez lever la main et poser vos questions. Si jamais vous avez une information supplémentaire à donner sur le sujet, ne vous gênez pas, parce que vraiment on va essayer que ce soit hyper interactif et qu'on a probablement des choses à apprendre de vous, et inversement. Donc vraiment, si vous avez une question, une interrogation, bah, vous levez la main et ne vous gênez pas de nous couper la parole. Voilà. Donc moi je suis donc Lynn de la Vallière, c'est pas vraiment mon vrai nom, mais c'est mon nom de Lolita, comme vous pouvez le constater. Qu'est-ce que je suis? Je suis youtubeuse, donc je parle essentiellement de Lolita et de Doll sur ma chaîne YouTube. Je suis aussi un membre assez actif d'une association française qui existe depuis 10 ans en France, qui s'appelle Rouge Dentelle et Rose Ruban. Et ceux qui viennent régulièrement à l'Animalia, vous avez peut-être déjà venu nous voir, on a fait des conférences, on a déjà fait aussi des défilés. Et donc, on est là un peu pour vous parler aussi du Lolita, de la mode en général, et parce que ça touche quand même le kawaii. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous voulez revoir cette conf, ou si vous voulez voir d'autres confs qu'on a fait, ou des conneries qu'on peut faire sur la chaîne YouTube, allez voir et vous abonner, hein, Lynn de la Vallière, etc. Vous avez Facebook, Instagram, pareil, il y a plein de photos, toujours sur le thème Lolita. Et je vous présente mon amie Nil, aussi connue à l'Animalia parce que c'est la designeuse des légendes d'Ascor. Et donc elle m'accompagne aujourd'hui pour parler du kawaii, donc elle se présente. Donc je suis Nil, j'avais la marque Les Légendes d'Ascor, mais je suis passée sur Orin no Hana qui se focalise principalement sur l'esthétique japonaise, les créations japonaises et entre autres les tsumami, c'est-à-dire les fleurs traditionnelles japonaises que les jeunes femmes et les geishas portent dans les cheveux. Oui. Voilà, donc vous pouvez me retrouver pareil sur Facebook, Instagram, et ma boutique Etsy est en train de s'ouvrir. Si vous aimez les petites fleurs, hein, voilà, les fleurs c'est bien, c'est la vie. Juste une question toute bête, pour vous c'est quoi le kawaii? Quand on vous dit kawaii, vous pensez à quoi? Et il a peur, hein, je m'en pas promis. Des oreilles d'ours. Voilà, les oreilles d'ours, mignon. Qu'est-ce qui... Le mignon, est-ce que vous pensez à autre chose? Quand on vous dit kawaii, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Ah, bien, bon point. Hello Kitty, c'est très important dans kawaii. Kali, pas mieux, pas mieux. Aussi. Très bien, c'est bien. C'est bien. Vous allez retrouver tout ça dans notre voilà. super diaporama. Déjà, c'est des bonnes bases, parce que du coup, vous allez comprendre un petit peu de quoi on parle. Mais le kawaii, c'est... Enfin, quand on voit des choses kawaii, des choses mignonnes, on voit que l'esthétisme. On voit c'est joli, c'est rose, c'est mignon, c'est trop rond. Mais en fait, au Japon, le kawaii, ça a quelque chose de plus profond. Ça a une origine qui est quand même relativement ancienne. Et bon, je m'excuse par avance, les mots japonais que je vais prononcer vont peut-être pas être très bien prononcés. Voilà. Et donc, alors, que je le retrouve. Oui. Le mot kawayuchi est un mot relativement ancien qui est à l'origine du mot kawaii. Et en fait, ce mot-là, à la base, il n'avait pas du tout le sens du kawaii qu'on connaît actuellement. Il avait le sens de tellement pitoyable que ça devient dur à supporter. Et un peu comme, vous voyez, Arthur dans la série Camelot, la façon dont il perçoit Perceval, c'est un peu ça le kawaii de l'époque. C'était très négatif, c'était vraiment, ça fait pitié, on n'en peut plus. Mais on l'adore. Mais au final, on finit par s'y attacher. Hein. Voilà, donc ça n'avait pas vraiment un côté esthétique le kawaii, c'était vraiment un état d'esprit, c'était une façon de décrire les personnes. Et puis, bah, comme beaucoup de mots dans n'importe quelle langue, le mot évolue et change de sens. Et donc, en fait, le mot kawaii en lui-même est rentré dans le dictionnaire japonais que relativement
tard par rapport aux premières utilisations qui étaient il y a des siècles, c'est durant l'ère Taisho, donc c'est entre 1912 et 1926, l'ère Taisho, le mot kawaii est rentré dans le dictionnaire pour désigner quelque chose de vulnérable, mignon, qu'on peut aimer. Ça a pris quand même un sens un petit peu plus positif, mais c'était pas encore tout à fait le kawaii ultra mignon qu'on connaît. Et puis au fur et à mesure du temps, la définition a encore évolué pour inclure justement le sentiment qu'on a quand on voit quelque chose de kawaii, le sentiment de c'est tellement mignon qu'on a envie de le protéger, comme un bébé loutre. Vous voyez un bébé loutre, vous ne pouvez pas faire autrement qu'aimer. Ou alors vous êtes des psychopathes. C'est possible aussi. L'exemple typique du kawaii, c'est mignon, c'est rond, c'est minimaliste. Si le chaton avait été dessiné de façon plus réaliste, plus traditionnelle, il n'y aurait pas eu ce petit sentiment de « c'est tellement mignon !» Voilà. Il faut que je m'en occupe. Voilà, il faut que je m'en occupe, il va mourir si je fais rien. C'est ça en fait, le kawaii, c'est le sentiment que ça provoque. C'est au-delà de l'esthétisme, c'est vraiment le sentiment que les choses mignonnes provoquent. Et donc, le kawaii, c'est quand même, ça a beaucoup rapport avec les animaux, les bébés animaux, toutes les choses mignonnes possibles et imaginables qu'on a envie de protéger. Et on retrouve quand même graphiquement les yeux ronds. Les yeux ronds, on va dire que graphiquement, c'est quand on est bébé, on a les pupilles beaucoup plus grandes, beaucoup plus dilatées. Aussi quand on prend de la drogue, mais ça faut pas le dire. Mais en gros, voilà, vous allez toujours retrouver des caractéristiques, des yeux ronds, des yeux grands, une bouche quasi inexistante, un petit trait ou juste une petite virgule, et des formes rondes. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on va essayer de représenter, donc ce sera rond, doux. Ça, c'est vraiment les principes graphiques de base que vous retrouvez aujourd'hui partout, dans tout ce qu'il peut y avoir dans la culture japonisante ou pop, parce que même maintenant aussi c'est un code qu'on retrouve là-dedans, le rond, le doux et de grands yeux. Voilà. Et en plus de ça, il y a aussi le côté féminin du kawaii. Le kawaii, on peut... Déjà, les Japonais peuvent pas dire d'un garçon qu'il est kawaii. C'est pas possible. C'est pas... Non, ça marche pas. On pourrait, hein, mais non. C'est vraiment quelque chose qui est inhérent à la féminité. Et on va passer là sur les prémices du kawaii dans les artistes qui ont justement fait évoluer le kawaii. Et on commence avec, pareil, je vais avoir du mal à le prononcer, Yumeji Takehisa. Donc c'est la période de la Première Guerre mondiale, donc c'est juste après, pas juste après, mais après l'ouverture du Japon à l'étranger, les influences occidentales. On commence quand même à voir la différence entre les estampes japonaises où les femmes sont représentées avec des visages quand même très très allongés, avec des yeux, des fentes à la place des yeux. Là, on commence à voir le développement des yeux un peu plus ronds, les formes un peu plus réalistes et quand même un petit peu plus féminines. Il faut savoir aussi que donc, Yumeji Takehisa, c'est le premier à avoir employé le mot kawaii dans son travail. Et ça désignait justement le côté un petit peu plus joli, un petit peu plus minimaliste, tout en restant quand même esthétique. Et il est aussi l'un des premiers à avoir utilisé les yeux ronds dans son travail, alors que à cette époque-là, les yeux ronds, c'était pas considéré comme joli, c'était pas esthétique, parce que ça venait de l'Occident, et l'Occident n'avait pas trop la cote. Non. Mais là déjà, en fait, ce qui est important de voir, c'est que vous vous rendez compte que le kawaii, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça uniquement avec la pop culture, c'est quelque chose qui est au Japon, qui est quand même ancré depuis longtemps et qui est venu petit à petit. Et ça commence toujours, bien sûr, par d'abord des peintres, des illustrateurs qui sont les premiers un peu à inaugurer les nouveaux styles. Avec l'influence des Occidentaux et des peintres et des écoles occidentales, là, on voit l'influence de l'art déco, commence à se réinventer une nouvelle peinture chez les Japonais. Et donc, on a par la suite un nouveau peintre qui, lui, est Kasho Takabatake.
Bravo. Je l'ai eu, qui commence à décrire les jeunes filles modernes, ce qu'on appelle les mogas à l'époque, donc les jeunes filles qui commencent à se moderniser, qui portent des vêtements occidentaux, qui se coupent les cheveux à l'occidental, un peu comme nous, vous voyez les filles qui portaient le charleston en 1920, les flappers, les garçons. Le kawaii, ça a quand même une bonne relation avec l'évolution de la femme. Et donc là, on voit quand même les visages sont beaucoup plus ronds, un peu plus réalistes, mais ça garde quand même quelque chose d'enfantin, quelque chose de mignon. Elle est pas belle, elle est mignonne. Et il y a quand même une grosse différence là-dessus. Et à partir des années 70, ça commence à se corser. La société japonaise, c'est une société pictographique. C'est-à-dire quand vous voyez l'écriture, quand vous voyez dans vos mangas, comment même ceux qui s'intéressent un peu au Japon ou ceux qui ont eu la chance d'y aller, au Japon, même si vous ne savez pas parler japonais, il y aura toujours un insigne, un dessin, quelque chose pour vous aider à comprendre ce que vous êtes et ce que vous devez faire dans cet endroit. Il y a vraiment cette notion de dessin partout au quotidien. On n'est pas remonté loin dans l'historique, mais vraiment pour vous dire, le dessin au Japon, c'est quelque chose de... C'est plus que dans la culture, ça fait partie de leur vie, peu importe, hommes, femmes, personnes âgées, jeunes, la pictographie, tout, c'est dans la société constamment. Donc on va voir un peu dans la suite que ça... Chez nous, on n'aurait pas pu avoir le même... Nous, on n'aurait pas pu inventer le kawaii, c'est pas possible. On n'a pas de dessin pour nous apprendre. Voilà, nous, on n'a pas tout ça. Voilà. Donc le kawaii, en fait, à partir des années 70, il a commencé à vraiment prendre les formes qu'on connaît actuellement dans plusieurs domaines. C'est plusieurs domaines qui, en même temps, ont commencé à se développer, à développer ce côté un petit peu kawaii. Le premier, ça a été l'écriture. Parce que, comme vous voyez, donc, comme elle parlait d'une société pictographique, l'écriture au Japon, c'est très important, ça a énormément de codes. Il faut écrire les caractères de telle façon, appris de telle façon sur la pointe de son pinceau. La calligraphie a une très très grosse importance. Et c'est aussi très très strict. Et dans les années 70, il y a un nouveau type d'écriture qui a commencé à se développer, qui était en totale contradiction avec les codes établis de l'écriture. L'écriture, vous voyez, elle est ronde, elle est très enfantine, il y a des cœurs, il y a des lapins, c'est vraiment quelque chose de très mignon. Et aussi, elle se lit de gauche à droite. Comme en Occident. C'est pas bien. Et ces écritures, il y a eu plusieurs types d'écritures qui se sont développées là-dessus dans les années 70. Et elles ont été interdites dans les écoles parce que les jeunes filles qui écrivaient comme ça permettaient justement d'affirmer leur individualité. Elles commençaient à s'affirmer un petit peu et à faire des choses qui n'étaient pas dans le cadre. Du coup, ça a été totalement interdit. Mais cette écriture-là, les commerciaux de l'époque, les publicitaires et tout, se sont dit, il y a quelque chose à prendre. Et ils ont repris ces codes d'écriture-là pour commencer à faire du merchandising pour les jeunes filles. Et en parallèle, dans les années 70, on a eu aussi les shoujo. Parce que avant les années 70, les mangas, c'était plutôt pour les enfants. Et à partir des années 70, les shoujo, et aussi de par le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui dessinent du manga, on a commencé à avoir de nouveaux personnages, de nouvelles héroïnes, et le kawaii s'est quand même développé à la fois sur le côté graphique, quand même, bon, on voit quand même que c'est mignon, elle a des étoiles plein les yeux, des grands yeux, il y a des fleurs de cerisier partout, là on peut difficilement aller plus haut dans le kawaii quand même. Ou alors, je sais pas, il faudrait un lapin chamallow avec des étoiles dans les yeux, lui aussi. Mais là, on voit que, au niveau graphique, les choses sont posées. Mais il y a quelque chose en plus, c'est que le kawaii, dans les héroïnes de ces shoujo, le kawaii, c'est l'absence de caractère négatif. C'est-à-dire que ces nouvelles héroïnes, elles n'ont pas de traits négatifs. Elles sont optimistes, elles sont positives, elles sont confiantes, elles prennent les choses en main. Vous voyez les Magical Girls? Bon, les anciennes, on a Krimi Mami, Amy Magic, etc. Et Sailor Moon. Vous voyez Sailor Moon, elle est quand même très positive. En fait, l'idée, c'est de comprendre que dans les années 70, que ce soit partout dans le monde, ainsi qu'au Japon, il y a un gros bouleversement. Les Japonais ont perdu la guerre. Nous, on n'est pas dans le même état d'esprit. Nous, on a gagné la guerre, on accueille les vainqueurs, les Américains, on est dans une émulation différente, et les Japonais, ils ont perdu la guerre. Donc les années 70, c'est pas vraiment la joie au début pour eux, parce qu'il faut qu'ils reconstruisent leur pays, et les femmes, elles ont un poids très lourd à porter. Il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut reconstruire le pays.
Et dans la société japonaise, il n'y a pas toujours de la place pour l'individu et pour le fun. Donc vraiment, les années 70, l'écriture, ce qu'on a décrit, c'est vraiment le début où on se dit, les femmes, elles se rebellent un peu, mais elles se rebellent dans leur domaine, là où elles peuvent, et ça passe à l'école, ça passe par l'écriture, ça passe par le dessin, et le début des femmes qui écrivent des mangas, parce que c'est pareil, hein, les femmes pendant la guerre, elles ont travaillé, donc après la guerre, elles veulent continuer à travailler, et elles commencent à être présentes dans plein de domaines. Et les shoujo, il faut vraiment se rendre compte que ça n'existait pas. Dans le manga, c'était les shonen, on suit généralement un garçon, on suit son évolution, on suit comment il grandit, comment il fait face à l'adversité. On n'avait pas la version féminine. Et le shoujo, c'est la version féminine. Et le but, c'est, dans un manga, de suivre un personnage, de suivre toutes ses aventures, et il apprend des choses au fur et à mesure. Donc les Magical Girls, on va dire que c'est la personnification du kawaii, parce que ces femmes-là, elles vont reprendre ces codes, et ça va nous donner ça. Donc là, vous voyez vraiment l'évolution. Donc on part avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, vous voyez vraiment comment le style évolue. On n'est pas arrivé tout de suite avec des princesses avec des grands yeux et des étoiles dedans. C'est vraiment quelque chose de progressif dans la société. Donc, comme le disait Neil tout à l'heure, en fait, les années 70, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire dans le monde? On veut faire de l'argent. C'est le début où tout le monde peut faire du pognon, c'est pas du tout comme ça. Mais en gros, il y a un filon, c'est-à-dire que pendant des siècles, on a vendu aux hommes. C'est les hommes qui avaient le droit d'avoir un compte en banque, qui avaient le droit de dépenser l'argent du foyer. Les femmes, elles étaient aux enfants à la cuisine. Et d'un seul coup, ces jeunes femmes, elles ont envie d'acheter des choses, elles ont envie de prendre part à la société. Donc, elles deviennent des consommatrices. Donc, on va créer des produits dérivés pour les femmes. Et là, le kawaii, c'est tout trouvé, c'est merveilleux, ça leur plaît. Il faut y aller. Et donc vraiment les années 70, on ne cachera à personne, c'est Hello Kitty qui va tout changer. Alors ça paraît un peu fou de dire ouais c'est bon Hello Kitty, tout le monde connaît. Et bien ça a vraiment eu un impact sur l'économie du Japon. C'est pas un personnage comme ça. C'est comme chez nous, on pourrait comparer peut-être à Tintin, même si c'est belge. Mais c'est vraiment un personnage qui va changer la façon de traiter le kawaii au Japon. Donc Hello Kitty est inventée en 1974 et la société Sanrio va décider de créer de la papeterie pour les femmes, pour les enfants, pour les adolescentes, avec des choses mignonnes. Donc à partir de là, on va commencer à créer du merchandising. Et là, on y va, ça va être chaque année, c'est la fête. On crée un personnage pour tout le monde, pour toute la famille. Et encore aujourd'hui, il y a encore des personnages qui sortent aujourd'hui. Et c'est vraiment le début. Les Magical Girls, c'est, on va dire, pour la télé. On va sortir des jouets, on va sortir... Hello Kitty, c'est le domaine de la papeterie, puis ce sera étendu dans la maison. Vous aurez des grille-pains, vous avez... tout est trouvable en Hello Kitty. De la cuvette de toilette, je pense jusqu'à l'aspirateur, Hello Kitty, elle est partout. En fait, il y a même des avions Hello Kitty et des Omamoli dans les temples. Tiens, explique ce que c'est dans les temples. Dans les temples, on trouve des amulettes protectrices avec Hello Kitty dessus. Généralement, ce sont celles qui sont destinées aux enfants pour les aider dans la scolarité ou pour qu'ils n'aient pas de problème de santé. Mais enfin, on peut quand même acheter dans un temple un truc avec Hello Kitty dessus. Et béni par un prêtre. Et béni par un prêtre. Et donc ça marche. Au Japon, le gouvernement, donc le Japon s'ouvre à l'international. Hello Kitty cartonne au Japon, mais va aussi très très bien s'exporter. Et d'un seul coup, le gouvernement japonais va réaliser qu'Hello Kitty, c'est leur meilleur ambassadeur pour l'international, et ça va vraiment être mis en place comme ça. Je sais pas, vous imaginez aujourd'hui M. Macron qui décide que, alors nous on n'a pas Hello Kitty, mais on n'a rien d'aussi cute, mais imaginez à l'Élysée, on crée une mascotte et on décide que cette mascotte va vendre la France à l'étranger. Et il y a vraiment une mise en place politique et économique pour favoriser ça. C'est-à-dire vraiment, Hello Kitty est déclarée ambassadrice du Japon, et à partir de là, le kawaii fait partie de la vie politique et économique du Japon. Le Japon a élu des ambassadeurs kawaii, je vous jure ça existe, je n'exagère pas, il y a vraiment quelqu'un qui a été élu, elle s'appelle Misako Ukai, je sais pas quoi. Mais vraiment, elle a été élue, et son titre c'est ambassadrice kawaii, qui est là pour diffuser la mode harajuku, tout le dérivé du kawaii qui existe à l'international. Donc, les années 70, vous avez compris, nous, pourquoi on est si sensibilisés au Japon, c'est le Club Dorothée, parce qu'on nous a importé tous ces films, tous ces animés, tous ces mangas, ce qui fait qu'on a été extrêmement touchés, la France, par
par rapport à ça. Les Américains n'ont pas le même phénomène. Les Américains ils ont leurs comics, ils ont les Avengers, ils ont eu Spider-Man et Batman très très tôt. Ils ont leur propre univers et finalement c'est vraiment nous les Français qui avons finalement baigné dans cette culture. D'ailleurs un peu n'importe comment, tout le monde le sait, la moitié des dessins animés qu'on a vus, c'était pas forcément destiné aux enfants mais aux adultes. Mais c'est une autre conf ça. Voilà, donc aujourd'hui le kawaii commence à évoluer après avoir envahi la télé, les médias, la papeterie, etc. C'est passé aussi dans le domaine de la musique et de la mode. Musique, le meilleur exemple aujourd'hui qui parle à tout le monde à l'international, c'est Kai Panyu Panyu. Donc c'est une chanteuse, c'est une jeune chanteuse qui porte des styles, donc tous les, on va dire, les styles Harajuku, c'est très vaste. Ça va du Lolita, comme ce qu'on peut porter aujourd'hui, au fériquet, au grunge, au punk, enfin il y a plein de sous-cultures, ce serait impossible de toutes les détailler aujourd'hui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'exporte, ça se vend, et surtout maintenant on a des designers, des gens qui sont un peu considérés comme des professionnels du kawaii, donc c'est Sébastien Matsuda. Donc, c'est le designer qui réalise tous les clips de Kai Panyu Panyu. Il crée aussi ses vêtements. Il a aussi une marque qui est très connue au Japon qui s'appelle 6% Doki Doki. Et donc, c'est un peu en ce moment l'empereur du kawaii au Japon et qui s'exporte très bien. Et pour la petite histoire, c'est aussi un entrepreneur, donc il a créé un café dans Harajuku qui s'appelle le Kawaii Monster Café. Vous avez des danseuses, c'est un peu la version du Lido, j'exagère un peu, mais version kawaii. En gros, quand vous allez manger là-bas, vous avez le gâteau que vous voyez, c'est un manège, il tourne, et il y a tout le temps des danseuses qui sont là, qui font des petits shows, des petites performances, et c'est toujours un mix entre du kawaii, du cute, du creepy, et vous mangez des aliments colorés, aussi farfelus que l'endroit où vous êtes. Et on voit que là, la culture kawaii, elle a dépassé un stade, elle est allée dans le Japon moderne. Donc, nous, vous l'avez compris, on est quand même plus des Lolitas. Donc, on va parler pour la mode qu'on connaît vraiment. Au niveau de la mode kawaii, la personnification de la mode kawaii, c'est un peu Angelique Pretty. C'est une marque que les gens connaissent des fois de nom. Donc c'est les deux designers de la marque. Donc c'est Maki et Asuka. Ne me demandez pas qui. Je les vois tout le temps en petit parti. J'arrive pas à savoir. Il y en a une qui est gentille, il y en a une qui est un peu moins gentille. Mais vraiment, ce sont deux femmes qui ont monté une marque. Enfin, ce sont deux designeuses qui créent les vêtements d'une marque. Donc moi je porte du Angelique Pretty aujourd'hui. Mais Neil par exemple porte une robe qu'elle a créée elle-même, qu'elle a cousue elle-même. Donc vous voyez que c'est pas aujourd'hui, c'est pas le kawaii, c'est plus que le merchandising, c'est pas que la vente, c'est aussi des gens qui s'approprient la mode, les codes et qui vont les déstructurer, jouer avec, etc. Donc là c'était vraiment pour vous montrer que ça s'exporte toujours le kawaii, parce qu'Angelique Pretty organise des tea parties à Paris chaque année. Donc là on est dans un 5 étoiles à Paris, vous avez une boutique maintenant. Mais c'est pas les premiers à être arrivés sur le territoire français. Il y a aussi Baby the Star Shambrai, qui est une autre grande marque de Lolita, et qui fait des vêtements à la fois kawaii, mais qui fait aussi des vêtements un peu plus slim, un peu plus classiques, un peu plus jeune fille modèle, on va dire. Alors que Angelique Pretty, c'est vraiment, comme vous voyez, c'est l'épilepsie de la couleur. Voilà. C'est-à-dire, quand vous sortez dans la rue, les gens ils font « Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Mais voilà. Donc les thèmes, il y a quand même des thèmes dans le kawaii qui reviennent, et ça que ce soit aussi dans les chansons, il y a des thèmes, les fraises, les cupcakes, les lapins et les chats. C'est genre un truc, peu importe quand vous allez au Japon, il y aura toujours un truc qui sera rapport avec un de ces trois éléments. La bouffe, alors ça peut être des cupcakes, des donuts, les chats, les lapins, et maintenant il y a les loutres aussi quand même qui commencent à arriver, et les fraises. Ils ont une obsession pour ça, donc tout ce que je vous montre, c'est des prints de vêtements, donc vous voyez... En fait, c'est le dessin qu'on trouve sur les vêtements, c'est juste le terme qu'on utilise. Donc voilà, ça. Vous voyez, des cupcakes, des bouteilles de champagne, des lapins, voilà. Des ballons. Il y a trop de choses pour détailler, en fait. Donc moi, je porte vraiment, là, du Sweet Lolita, vraiment classique. C'est-à-dire que le Sweet Lolita, c'est la version portée du kawaii. Vous avez aussi le fériquet, où les filles vont pas forcément avoir des robes, mais vont être pareil toutes dans les tons pastels. Mais vraiment, c'est là, j'ai vraiment fait de mon mieux pour être le plus sweet Lolita possible, immédiat. Mais vous voyez, Neil porte quelque chose qui finalement, vous enlevez le jupon,
elle passe inaperçue. C'est plus sobre. Alors là, on s'est dit qu'on allait vous faire, maintenant que vous avez bien écouté la conférence, un petit jeu. Kawaii, not kawaii. Alors on va vous montrer des photos et il va falloir déterminer qu'est-ce qui est kawaii ou pas sur la photo. Et, et on va vous expliquer la petite subtilité, pourquoi c'est kawaii ou pas. Donc, par exemple là vous avez deux fleurs qui ont été réalisées donc par Neil. À votre avis, laquelle des deux est kawaii? Est-ce qu'elles sont toutes les deux kawaii ou est-ce qu'il y en a une qui est plus kawaii que l'autre? Celle de droite. Bravo. C'est quelque chose de mignon, c'est des fleurs, mais pourtant on va dire qui est kawaii, c'est celle de droite. Et même si l'autre à gauche est très jolie, elle n'est pas kawaii. Les couleurs sont sombres, la forme est pointue, donc vraiment le kawaii c'est couleur pastel, la rondeur, c'est rose, etc. Pour l'histoire avec le rose d'ailleurs, aujourd'hui tout le monde connaît la petite histoire, on associe le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. À savoir qu'avant les années 50, c'était complètement l'inverse. Le rose pour les garçons parce que c'est comme le rouge, c'est le sang, c'est la puissance, c'est positif. Et le bleu pour les filles parce que c'est calme et c'est apaisant. Dans les années 50, on a un changement radical. Oui, c'était la couleur de la Vierge aussi. Oui, c'était aussi le bleu, la couleur de la Vierge, la pureté, etc. Et oui. Et donc il y a vraiment eu un changement total d'associer le rose pour les filles. Et au niveau d'études marketing, on se rend compte que quand vous avez un produit qui est dans un emballage rouge, rose, sur des couleurs qui sont proches du sang, donc de la vie, et ben c'est hyper positif. C'est quelque chose que vous allez avoir envie d'acheter, vous allez avoir envie de le consommer. Donc on vous rajoute par-dessus ça quelque chose de mignon avec des yeux de bébé qui vous dit « Ah, et ben moi, achète-moi !» C'est bon, vous êtes cuit, vous voulez l'acheter. Voilà. Donc, là, je vous ai remis Carrie Panu Panu et je vous ai mis Katy Perry, qui est une grande fan de Carrie Panu Panu. Petite histoire, MTV Awards, Katy Perry en mode hystérique. Ah, il y a Carrie Panu Panu dans les loges, ah. Et elle se pointe devant Carrie Panu Panu et Carrie Panu la regarde et je sais pas qui c'est. Elle savait pas qui c'était Katy Perry. Donc, à votre avis, kawaii, pas kawaii, qui est kawaii? Là, vous voyez tout de suite. Et là, vous vous rendez compte aussi avec ces deux photos que le Lolita, c'est pareil, hein, c'est très vaste. L'esprit du Lolita, c'est de s'inspirer de l'époque victorienne. Donc le Lolita ne représente pas que le kawaii. On va dire qu'il n'y a que le sweet Lolita qui vraiment est né du kawaii. Alors là, c'est plus facile. C'est plus facile. Et bien malheureusement, les garçons, ils n'ont pas le droit d'être kawaii. Alors ça, en France, on ne dirait pas du tout ça. Mais au Japon... bien sûr, ce qu'on vous dit, c'est une sorte de généralité. Hein. C'est la recherche qu'on a fait cette semaine. Voilà, on a fait du mieux qu'on peut en une semaine. Donc en gros, voilà, on va normalement définir une fille kawaii, un garçon, bah moins. Et même si ce garçon était... Alors aujourd'hui, maintenant, il y a des garçons qui portent la marque Lolita, qui portent le pastel fériqué, qui sont fluid gender et qui jouent sur les... on ne sait pas si c'est des filles, des garçons, etc. Donc aujourd'hui, le kawaii, les garçons portent de la mode kawaii. Mais on va dire que par principe, techniquement, on va plus dire que bah, c'est les filles qui sont kawaii et pas les garçons, quoi. Et là, c'est est-ce que ces demoiselles sont kawaii? Ah, c'est bien, je suis très fière de nous, dis donc, on a bien expliqué. Bah oui, elles sont pas kawaii. Elles sont pas kawaii parce que pourtant elles ont tout. Elles ont les yeux ronds, elles ont la bouche, elles ont des cœurs, elles ont des paillettes. Mais elles disent ça pue. C'est négatif. C'est négatif. Et le kawaii, c'est pas négatif. Et ça, c'est un dessin animé américain qui surfe sur la vague kawaii. Donc, vous avez déjà vu probablement chez Jouet Club beaucoup de dolls qui ont ce type de faciès, etc. Mais en fait, on n'est pas du tout dans l'esprit du kawaii parce qu'elles sont négatives. En fait, c'est une petite émission, on a pris cette photo sur YouTube et en gros, ce sont des héroïnes, elles expliquent ce qui est kawaii et ce qui l'est pas. Et on voit un monsieur qui fait du sport et elles disent « Ah non, c'est pas kawaii, ça pue ». Et bien en fait, le kawaii ne dirait jamais ça. Quelqu'un de kawaii dirait « Non, c'est pas kawaii », mais elle ne ferait pas un commentaire négatif ou mauvais à l'encontre de la personne. Donc c'est vraiment pour vous dire, quand on a parlé tout à l'heure des Magical Girls, le kawaii c'est aussi dans l'état d'esprit. C'est être quelqu'un de positif, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un aussi d'utile pour la société parce que du coup, vous allez aider les gens, vous n'allez pas les descendre. Par contre, on est d'accord que pour en arriver là, ça a été très long. Hein. Le kawaii, dans les années 70, c'est pas toujours très facile, même à porter dans la rue. Pour la petite histoire, tout le monde connaît Harajuku, tout le monde entend parler de ça. Pourquoi Harajuku, c'est devenu le temple de la mode japonaise?
Neil, on a découvert, m'a appris hier, que c'était une des rares rues qui s'est retrouvée piétonne à Tokyo dans les années 70. Du coup, c'est un endroit où les gens pouvaient marcher et pouvaient se voir, et donc voir comment ils étaient habillés. Et donc, c'est un peu l'endroit où on allait se montrer, comme peut y avoir encore aujourd'hui les gens qui vont sur les champs, ou la place Péberlan, voilà. Donc c'est comme ça que ce quartier est devenu aussi populaire pour les modes alternatifs, parce que on pouvait circuler à pied, il n'y avait pas de voiture, donc ça crée, on va dire, une émulation dans l'espace public que vous ne pouvez pas avoir ailleurs. On a une phrase qui résume assez bien le loli, l'esprit du Lolita. C'est une copine qui nous a mis ça sur Facebook, et on a trouvé qu'elle était parfaite. Donc le Lolita, c'est l'équivalent du punk, mais version choupi japonaise, que paraître enfantin n'est pas un refus de mûrir, mais un refus de statut social donné aux femmes dans une société patriarcale et pro-nataliste. Donc, on aurait pu appeler aussi on pourrait faire une digression de cette conférence sur le kawaii, c'est féministe, le rose, c'est féministe. Mais bon, en gros, c'est pour montrer que malgré son côté enfantin, voire un peu naïf sur certains aspects, c'est vraiment une façon aujourd'hui aussi d'être contre cette société qui est dure, pour de multiples raisons. Avec des codes. Les codes, le côté strict, et l'air de rien, même si aujourd'hui on dit on peut s'habiller comme on veut, en fait c'est pas vrai, parce que finalement vous êtes habillé en cupcake géant, vous faites, entre guillemets, un peu plus chier tout le monde que si vous êtes tout en noir, en punk, en goth. C'est limite, c'est une provocation en fait. Et ça, tout le monde ne s'habille pas comme ça pour provoquer, mais je veux dire, c'est dans un ensemble général au niveau mondial et au niveau du Japon, quand on s'habille comme ça, c'est un peu pour dire moi je veux pas être comme tout le monde, et je montre que je suis dans la société, mais je suis pas d'accord avec tout, quoi. Alors, je dis pas que c'est un engagement politique, faut pas non plus, mais on peut dire que si on devait définir aujourd'hui ce que c'est le Lolita, c'est le punk des années 80, c'est pareil. Aujourd'hui le punk ça choque plus personne. Vous voyez un mec avec une crête dans le tram à 10h qui boit une bière, ça vous fait rien. Vous voyez une fille tout en rose avec des cœurs, là vous vous dites elle est bizarre. C'est bizarre. Ça vous interroge, du coup ça vous interroge, ça vous fait réfléchir, c'est la même chose. C'est positif. Donc là on vous a fait vraiment le tour. Donc maintenant, aux questions, allez-y, sur tous les sujets. Vous limitez-vous pas qu'au kawaii si vous avez des questions, si vous voulez parler du cosplay, du manga, allez-y, faites-vous plaisir. On est là pour échanger. Pas avoir peur, allez-y. Si vous posez des questions, les parents qui se demandent pourquoi est-ce que je dois laisser mes enfants faire ça, pourquoi mes enfants, pourquoi les miens. J'aurais tendance à dire le plus facile, c'est laisser les faire. Déjà ça coûte cher, donc ça va vite les calmer. Et puis sortir comme ça dans la rue tout seul, je vous jure, la première fois, vous êtes comme ça sur un tram. Quand vous êtes une fille, c'est encore plus dur. Quand c'est un garçon, en plus, ça va dépendre. Les garçons, c'est ou tout ou rien. Mais c'est pas évident. Mais j'aurais tendance à dire, si ils en ont envie jeunes, laissez-les, que ça leur passe. Parce qu'après, quand on commence comme nous à 25 ans, là c'est mort. C'est mort parce que là on travaille, et du coup notre argent on le dépense comme on veut. Là c'est foutu. Oui. Oui, alors maintenant, clairement, on peut dire qu'il y a des garçons dans les communautés de sous-culture de mode qui sont plus cute que les filles. Oui. Maintenant, en plus, vous devez un peu vous en rendre compte à l'école ou même dans vos boulots. Les hommes, maintenant, ils peuvent mettre des chemises roses sans que ça choque personne. Quand le 15 de France a sorti un maillot bleu et rose, je pense que tout le monde s'est calmé. Qui ira dire à un joueur du 15 de France « Ah, c'est rose, hein, c'est pas... c'est pour les filles, hein !» Non, personne. Moi, j'ai l'impression que le jour où le 15 de France, il a fait ça, il a sauvé la mise à plein d'hommes qui, maintenant, peuvent porter du rose. Et non, je m'en fous, c'est Don Park, hein, c'est un truc de rugby, c'est sérieux. Donc, les garçons, ils peuvent porter du rose, ils peuvent être cute. Les garçons, ils ont le droit de s'habiller en fille pour le fun. Ou pas pour le fun, parce qu'ils ont envie. Il y a aussi, dans ces sous-cultures-là, il faut être honnête, grosse tolérance. On accepte vraiment les gens comme ils veulent. Tu veux être en pyjama, tu viens en pyjama, c'est pas grave. En fait, il y a vraiment un côté lâcher prise. Et si ton lâcher prise, c'est être un garçon et d'être en rose, fais-toi plaisir. Si c'est une fille et de s'habiller en garçon, ou vraiment maintenant... venez comme vous êtes. Ouais, c'est McDo, quoi. Venez comme vous êtes, faites-vous plaisir. Et surtout, c'est surtout un endroit pour
déconnecter, on rencontre des gens. Et par contre, les parents, paniquez pas, hein, vraiment dans les gens qui portent des sous-cultures, il y a des gens qui ont des hauts diplômes, très intelligents. On n'est plus du tout, on n'est plus dans la... Bon, d'accord. Bon, moi, par exemple, je suis architecte. Elle n'avait pas du tout le truc, tu vois, en agence, j'ai mon nom de pseudo-scène, hein, Lynn de la Vallière, vous avez compris, je m'appelle pas comme ça dans ma vie privée, entre guillemets, ou surtout ma vie professionnelle. Mais voilà, j'ai fait des études qui sont dites complexes. Je travaille dans des agences. Des fois, quand je trouve pas du travail en tant qu'architecte, je fais vendeuse dans un petit magasin pour vendre des bijoux, parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes, on est tous pareils, beaucoup d'études ou pas beaucoup d'études, faut travailler. Mais voilà, c'est pour dire que ce qui pouvait à l'époque paraître marginal, fait pour des gens qui étaient déjà un peu en dehors de la société, entre guillemets, pour de multiples raisons. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Comme dans les cosplayers, vous avez des comptables, des médecins, des professions qui sont socialement un peu plus respectables. Mais vous avez aussi des peintres en bâtiment, des nounous, des profs. Nous, dans la communauté Lolita, à un moment donné, on a eu beaucoup de maîtresses d'école. Il y a eu un moment, c'est le truc, quoi. Et on ne s'arrête pas forcément de porter du loli quand on a des enfants ou quand on se marie. Ça reste quelque chose qui peut vous suivre toute votre vie. Vous pouvez garder vos robes et jamais les porter, c'est pas grave. C'est votre petit... Évoluer dans les couleurs et les formes. Voilà, alors par exemple, aujourd'hui vous avez de la chance, on est 4 en Lolita. Et donc moi je porte quelque chose de très sweet, très voyant. Cécile qui est là avec les petites oreilles de nounours aussi porte quelque chose d'assez sweet Lolita, très cute. Et vous avez Kali qui porte ce qu'on appelle aujourd'hui le classical. C'est Angélique Préti, ils ont fait ouais c'est bien le sweet Lolita et tout, mais nos Lolita vieillissent, donc il faut qu'on leur file des produits plus soft, qu'elles puissent porter plus facilement. Donc vous mettez ça, vous enlevez le jupon, vous allez manger un dimanche avec mamie, elle va être contente, personne ne va rien trouver, rien à redire à cette petite robe. Celle-là est un peu violente, et celle-là passe partout quoi. Donc c'est ça. Et juste, du coup, nos 3 robes c'est la même marque. Oui. Oui, c'est la même marque. C'est la même marque. Et après, vous avez aussi le Lolita, ça vous donne envie de faire des choses par vous-même et de coudre. Et comme Nil, elle a commencé par le cosplay, après le cosplay, elle s'est dit non, mais en fait, moi, je veux des fringues pour la vie de tous les jours qui me plaisent. Et elle a commencé à coudre et à faire des choses extraordinaires. Ceux qui étaient à l'Animasia l'année dernière, qui ont vu le défilé Les légendes d'Ascor, c'est elle, hein, je crois dit. Et donc voilà. Et nous aussi, on s'en a fait du coup. Oui, nous aussi on a fait des filles. Ouais, mais nous on les fait pas nous-mêmes, c'est moins ouf quand même. Donc voilà, vraiment, si vous avez d'autres questions, si vous voulez échanger, je sais pas ça. Allez-y. C'est pour voir dans quel cas le kawaii vient rencontrer le cosplay. Alors, on pourrait dire honnêtement que le kawaii, c'est pas le kawaii qui rencontre le cosplay, c'est le cosplay qui va refaire le costume d'un personnage qui est kawaii. Le cosplay, c'est clairement faire le déguisement, enfin, reproduire l'habit, le physique, le make-up de votre personnage préféré. Et si votre personnage il est kawaii, bah, votre cosplay il devient kawaii, mais le cosplay n'est pas kawaii par défaut. Oui, alors après il y a des trucs genre Batman en princesse, oui, Spider-Man en tutu. Là on mélange un petit peu les codes. C'est kawaii parce que ça donne un sentiment quand même. Ça fait rire. Mais c'est très difficile en fait de définir, de donner une définition des règles, des limites au kawaii. En fait, il n'y a pas de limites. Les limites, on les repousse au fur et à mesure. Donc, quelque chose qui nous paraît kawaii maintenant, ne sera peut-être plus d'ici quelques mois, quelques années. Et quelque chose qui nous semble un petit peu, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec, au final on va se rendre compte que c'est quelque chose de kawaii, de mignon, qui donne justement ce sentiment de on a envie, ça fait plaisir, ça fait sourire. Ouais, c'est ça, la notion de kawaii qu'on connaît aujourd'hui, ce sera pas la même dans 5 ans ou dans 10 ans. Et aussi, il faut pas oublier que le kawaii, nous, des occidentaux, bah, c'est pas le même que le Japon, parce que nous, dans kawaii, on va mettre tout ce qu'on trouve mignon, on va le mettre dedans. Vous avez un zombie, il est kawaii, vous le mettez dedans. On va pas faire toutes ces distinctions. Voilà. Il y a des artistes français qui peuvent être kawaii à des moments donnés. On se limite pas. Alors que les Japonais, bah, ils aiment quand même bien ranger les choses correctement. Nous, on est des sauvages à côté. Hein. Voilà, merci à tous vraiment d'être venus, de soutenir l'Animasia. Et je vous remercie. Et on espère qu'on vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur tout ça. Et surtout de vous armer quand les gens ils vous disent ouais mais c'est bizarre. Ah non, c'est super sérieux.
Maintenant, vous pouvez dire que C'est du punk. c'est du punk. Vous pouvez dire que ça a commencé en 1914. Ouais, ouais. Alors, n'hésitez pas, il faut lâcher des dates, comme ça les gens après ils sont impressionnés. Ah, ok, d'accord. Ah, bah c'est bien alors, ouais. Et ben voilà, merci à tous.